Bonsoir à toutes et tous. Avez-vous remarqué combien le futur s'est rapproché de nous? Moi, c'est ma nièce, Élise, qui me l'a fait remarquer. Un soir où elle n'arrivait pas à dormir, je lui ai raconté l'histoire de Minority Report, en espérant ouais, que ces voitures qui se conduisent toutes seules, que les cellules de police qui prédisent des crimes allaient la faire rêver. Et en réalité, elle a trouvé ça super banal. Comme si le monde qu'avait imaginé Philippe K. Dick pour 2050, en fait, on l'avait déjà réalisé en 2017. Et j'avais l'impression alors que Élise et moi, on n'avait pas du tout la même conception du temps. Que là où j'étais presque persuadé que le temps était toujours quelque chose de linéaire et que le présent était la conséquence du passé et la cause d'un futur. J'avais l'impression que pour elle, tout se passait comme si le temps coulait du futur, pour venir provoquer le présent, se superposer à lui, s'y confondre, et donc 2050, c'est bien 2017. Alors, Élise m'a demandé, bon, c'est sympa, tonton qui pique, ton histoire là, mais il y a quoi après? Alors moi, j'étais très gêné parce que je ne connais pas la suite de Minority Report, je ne crois pas qu'il y en ait, donc je lui dis, je ne sais pas, écoute, imagine. Il me dit, mais non, il y a quoi après le futur? Et depuis, c'est moi qui ne dors plus. Parce que c'est une question extraordinaire que personne ne se pose. Quand le futur est déjà là, parce que notre imagination est saturée d'une science-fiction qui radote et qui va, quelque part, moins vite que le réel. Alors, concevoir le temps toujours comme quelque chose de linéaire fait que, en voulant aller toujours tout droit et plus vite, tout se passe comme si on courait sur un tapis roulant, c'est-à-dire qu'on fait du surplace. Et à vrai dire, même une des innovations les plus extraordinaires de notre époque, Hyperloop, témoigne bien que pour aller toujours plus vite, il faut aller toujours tout droit. Aller à la vitesse du son, certes, mais dans un tunnel aveugle qui empêche de regarder d'autres voies possibles. Aller toujours plus vite, mais ne jamais créer de destination nouvelle, surtout pas. Au contraire, connecter des villes qui existent déjà et en tuant la distance, rétrécir le monde. Alors, on a l'impression que, dans l'illusion de l'innovation, sous le progrès, face à l'obsolescence programmée, nous accélérons. Mais sans transformer le monde vraiment, plutôt en le répétant toujours un peu plus vite. D'autant que notre génération est confrontée à une autre accélération, celle de l'intelligence des machines. Et le seul futur qu'on nous promet, c'est celui de la singularité, ce moment où nous tous, finalement, serons dépassés par des intelligences de machines et où, pour survivre, nous n'aurons d'autre choix que de fusionner avec elles. Super futur. Qu'on nous promettait avec un futuriste comme Ray Kurzweil pour 2045, et mauvaise nouvelle, il s'est finalement ravisé, ça se rapproche, c'est pour 2029. Alors, comme on essaye toujours d'accélérer encore cette seule histoire, on construit des robots qui nous ressemblent, des miroirs de nous-mêmes, avec 2 bras, 2 jambes, quand 4 serait plus efficace, mais tout va bien parce qu'ils peuvent reprendre exactement les activités qu'on avait déjà. Donc, forcément, quand j'interroge une jeune génération de chercheurs sur leur futur avec l'intelligence artificielle, 90% d'entre eux m'envoient l'image de Terminator. Fantastique moment où l'on réalise que finalement, eux-mêmes ont l'impression de programmer leur propre obsolescence, de ne pas oser raconter, chercher une autre histoire. Et étrangement, on a l'impression, effectivement, que la prophétie se réalise, que nous nous rapprochons des machines. Moins, à vrai dire, parce que les machines sont de plus en plus intelligentes. Que parce qu'en réalité, et parfois grâce à elles, nous devenons de plus en plus cons. Comme avec ce formidable jeu, Face Dance, que je conseille quand même à tous, j'y joue régulièrement, tout se passe comme si nous simulions une machine qui nous simule pour gagner des points. Alors c'est sûr, nous nous dirigeons vers un futur singulier, celui d'une vie de machine. Là où tout converge. Et alors, il y a quoi après ce futur? Il n'y a rien.
Il y a la fin, finalement, de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, et il y a ce que Ray Kurzweil appelle l'inimaginable. Pourtant, je veux croire que lorsque l'on arrive au bout du segment, là où le futur et le présent se rencontrent, nous avons l'opportunité extraordinaire, non pas de tomber dans la peur ou de continuer à courir sur place étouffés par des techno-gadgets, mais bien à sortir de la flèche du temps pour ouvrir l'éventail des futurs possibles. Alors, pour le faire, il faudra les réinventer, avec audace, penser des futurs plus humains, ne plus chercher à seulement accélérer une seule ligne, mais bien penser tous ces futurs possibles pour les distribuer équitablement dans notre monde. Et alors, on le comprend, ce ne sera pas un travail d'intelligence convergente, de puissance de calcul, mais bien un devoir d'imagination. Pour penser la pluralité plutôt que la singularité, il va falloir le faire tous ensemble. L'avantage, c'est que quelqu'un l'a déjà fait, et ce n'est pas Elon Musk, mais Léonard de Vinci. Cet homme a l'imagination débordante que ses contemporains pensaient venus du futur, parce qu'il imaginait des projets comme des bateaux volants que l'on ne saurait réaliser que quelques décennies plus tard. Mais en réalité, son imagination, elle, était nourrie par des connaissances véritables, dans les sciences, les arts, les humanités. Et c'est à leur intersection qu'il pouvait innover vraiment, radicalement. Le problème, c'est qu'après Léonard de Vinci, le monde, en s'ouvrant, s'est complexifié à tel point que personne aujourd'hui ne peut prétendre tout connaître. Peut-être que c'est là la plus grande opportunité de l'intelligence artificielle. Nous permettre de transformer le chaos d'informations alentour en connaissances actionnables pour mieux comprendre le monde et agir différemment sur lui. Alors, nous penserions des intelligences artificielles qui ouvrent des voies plurielles qui nous augmentent au lieu de nous réduire à la machine. Par exemple, le design génératif transforme complètement aujourd'hui le travail d'un créateur. Là où vous deviez, pour dessiner un drone, en penser 2-3, le coucher sur le papier avant de le réaliser, vous pouvez désormais, sur ce logiciel, rentrer les paramètres de vol de votre engin. La machine va vous en proposer des milliers de possibilités, parmi lesquelles vous pourrez choisir lequel vous voudrez réaliser. Le dessinateur est passé quelque part de créateur à curateur. Son imagination est comme augmentée par la machine. Mais l'intelligence artificielle pourrait aussi nous permettre d'organiser, de compléter nos intelligences collectives. Vous savez, depuis 2012, sur Minecraft, des hordes de joueurs s'affairent en ligne à simuler des villes existantes pour y tester de nouveaux projets. Et si aujourd'hui, nous complétions cette intelligence d'une intelligence artificielle qui pourrait apprendre de ces comportements et permettre, ensemble, de multiplier ces mondes, mais surtout, pour de grands problèmes mal définis de notre humanité, chercher à résoudre dans des mondes parallèles des solutions, trouver les solutions que nous irons rattraper pour les réaliser ici même. Alors, ensemble, nous construirions une intelligence artificielle plurielle et courrons vers la pluralité qui diverge et augmente. Mais finalement, il y a quoi après le futur ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question parce qu'on est bien assez obsédé par le futur lui-même et sa vitesse. Et à vrai dire, ce n'est pas la première fois. Parce que, petit aparté, on est tombé dans ce piège il y a un siècle déjà. Vous savez, le futurisme italien avait promis que pour ouvrir grand les portes de la nouveauté, il fallait accélérer toujours plus vite sur la même ligne droite, brûler le passé, courir au futur, et sur le chemin, évidemment, converger au surhomme. Mais après leur futur, il n'y avait que la justification de l'eugénisme ignoble de l'époque. Pourtant, quelques décennies plus tard, un autre mouvement, littéraire celui-ci, proposait non pas d'accélérer sur la ligne du temps, mais d'en sortir, pour créer des mondes. C'était le réalisme magique, qui ne voyait pas dans l'intelligence humaine quelque chose de fantastique, mais qui pensait au contraire que le monde était doué d'une âme, et que chaque partie du monde était intelligente différemment. Alors, à notre époque où l'on croit qu'il suffit de connecter un stylo avec son frigo à sa voiture au feu rouge, suffit à rendre la ville intelligente, peut-être que renouer avec cet animisme, non pas de l'ignorance, mais de la connaissance, nous permettrait d'explorer des intelligences plurielles, déjà chez les humains,
en dehors, dans la nature, pourquoi pas tout simplement autres, ahumaines, aliens, qui nous permettraient de considérer des intelligences véritablement complémentaires des nôtres pour mieux comprendre le monde, l'explorer, en créer de nouveaux et peut-être avoir une nouvelle conception du temps. Parce que vous savez, à l'échelle du cosmos, il y a peu de temps encore, les humains considéraient en regardant la ligne droite de l'horizon que la Terre était plate. Et si aujourd'hui nous nous trompions encore, non plus dans notre conception de l'espace, mais du temps, si demain n'était pas seulement la suite logique d'aujourd'hui, et si nous pouvions confier à notre imagination le devoir de penser tous les futurs pour aller chercher collectivement celui que l'on veut réaliser, et rétrospectivement, à rebours depuis ce futur, choisir celui que l'on construira dès aujourd'hui. Alors, nous ferions ensemble non plus du futur une fin, mais des futurs un moyen au service du présent et de son avenir. Alors, Élise, il y a quoi après le futur ? J'espère que c'est toi qui pourras répondre à cette question pour nous montrer un jour, dans quelques années, qu'après le futur, il y avait bien de meilleurs présents.